Bonjour, mesdames, messieurs, et merci d'être venus pour écouter ma communication. Merci infiniment aux organisateurs de ces assises. Et c'est un grand plaisir d'être là et de partager avec vous. Ma communication aujourd'hui s'intitule Colonialité, capitalisme et ontologie extractive en RDC. Je suis Mukadi Ilunga. Je suis étudiant à Sophia University à Tokyo, au Japon. J'espère que vous m'entendez parfaitement et que ma voix vous parvient sans trop de problèmes. Je vais essayer d'entrer dans Slideshow pour que mon écran puisse être bien visible. Voilà, je pense qu'on y est. Je pars des quelques hypothèses de travail, de trois hypothèses. La première hypothèse est que l'ontologie extractive des espaces, des corps et des lieux euh, constitue un cadre théorique qui peut nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre société, la RDC, et comment est-ce que s'organisent les différentes rationalités politiques, religieuses et culturelles. La deuxième hypothèse est que la matrice coloniale, la brutalité du capitalisme néolibéral et la transition technologique essayent d'accentuer ou d'accélérer cette ontologie extractive. Et la troisième hypothèse est que nous devons chercher une forme d'horizon pour sortir de cette ontologie extractive. Et l'horizon que je propose, c'est la méta-noétique, ou les zange, ou zangedo, qui est une conception éthique, politique et ontologique héritée de l'école philosophique de Kyoto, au Japon, dans la philosophie asiatique. J'organise mon programme ou ma présentation en quatre points. Le premier point essaye de questionner l'époque que nous vivons. Quelle époque vivons-nous? Est-ce que c'est la modernité, la postmodernité, c'est le Moyen Âge, c'est la colonie, c'est quelle époque nous vivons? Le deuxième point essaye de mettre un accent particulier sur la colonialité, la post-colonie et la structure colonisatrice. Des concepts clés que je vais aborder dans la présentation. Et le troisième, j'essaye de comprendre la relation entre l'État, le capital et l'extraction. Et le quatrième point, pardon, qui est le dernier, j'essaye d'aborder la notion de la métanoétique comme horizon à la fois ontologique, éthique et politique. Quelle époque nous vivons? Ou dans quelle époque vivons-nous? Chaque philosophe ou chaque génération de philosophes se pose cette question. Pour certains, nous vivons dans la postmodernité, caractérisée par la fin de grands récits, le progrès, l'émancipation, les récits de progrès, d'émancipation des rationalités, caractérisée par la fragmentation des expériences et la domination du simulacre. D'autres encore pensent que nous vivons dans une forme de modernité liquide. Non pas dans la postmodernité, mais dans une forme de modernité liquide. Et cette modernité liquide est caractérisée par l'instabilité des institutions à travers le monde, par une forme de dissolution des repères, mais également par une mutation interne de la modernité elle-même. Pour d'autres encore, nous vivons l'Anthropocène, c'est-à-dire un moment caractérisé par l'impact remarquable de l'activité humaine sur notre maison commune. Centralité de la crise écologique, partout on parle de l'écologie, et la question de la responsabilité historique ou des responsabilités historiques de l'homme. Voilà un peu, lorsque l'on parle de la philosophie, on essaie de discuter, ces notions reviennent souvent dans nos discussions. Mais j'essaie un peu d'être suspicieux par rapport à ces notions, et je pense que je soupçonne que ce soit des notions purement occidentales, c'est-à-dire qui essayent de répéter les discours philosophiques ou les discours sur la marche du monde à partir d'un point de vue occidental. Et moi, je suggère une forme de placement de regard. Est-ce qu'il y a moyen de faire une forme de revirement du regard afin que l'on sorte un peu d'une forme de pensée trop hérocentrique, où les notions de postmodernité, de modernité ou de modernité liquide ou d'anthropocène, pour nous focaliser un peu sur nos expériences historiques et politiques de nos sociétés. Parce que, pour moi, ces expériences constituent vraiment des espaces de réflexion fondamentales à partir desquels nous devrons, comme philosophes, comme penseurs, réfléchir notre condition au monde. Et
Pour cela, je suggère deux notions qui sont en vogue dans les études qu'on appelle décoloniales à travers le monde, pas seulement en Afrique. Il s'agit de la notion de la colonialité et la notion de la post-colonie. Deux notions importantes que je vais aborder dans ce deuxième point. La colonialité est une expression, coloniality en anglais, est une conception inventée par un sociologue euh, péruvien, il s'appelle Quijano, mais aussi développée par des philosophes tels que Mignolo. Par colonialité, ces auteurs veulent tout simplement montrer comment l'expérience coloniale continue à structurer le monde moderne à travers trois éléments: la hiérarchie des races, le système capitaliste et la domination épistémologique. Ainsi donc, la modernité, postmodernité, modernité liquide, anthropocène, sont en réalité les autres faces de la colonialité. Ainsi donc, la modernité fonctionne grâce à ces structures, donc des structures de hiérarchie des races, de capitalisme et de la domination épistémologique. Et c'est cela même le côté sombre de la modernité, comme le dit euh, Mugnolo dans son essai The Dark Side of Modernity. Et la post-colonie, comme vous le savez, c'est un terme inventé par Achille Mbembe. Achille Mbembe cherche à dépasser les paradigmes post-coloniaux classiques. Qui sont ces paradigmes-là? C'est l'afro-pessimisme, l'afrocentrisme, l'afro-radicalisme. Et il essaye de dépasser ça parce que pour lui, ces paradigmes sont en train de mener une violence contre le père. Il utilise cette métaphore qu'on trouve déjà chez Fanon. Pour lui, la lutte père-fils, le père représente le colon et le fils les colonisés. Cette lutte où on cherche, le colonisé cherche à tuer les colons ou à, à- à se débarrasser de l'odeur du père, pour utiliser les mots de Mudimbe. Pour Mbembe, on n'est plus dans cette époque-là. On est à l'époque où la violence n'est plus exercée dans cette lutte-là entre père et fils, mais dans la lutte entre frères et frères. Et là, on a la résonance de Jamarkela dans sa notion de trahison du frère. Ainsi, tout le projet de Mudimbe dans sa théorie des post-colonies, comme il l'a dit lui-même, c'est la politique de la vie, c'est-à-dire les conditions des possibilités du sujet africain à s'attendre à s'étendre lui-même, faut-je dire, pour exercer sur lui-même sa souveraineté et de trouver dans ce rapport à lui-même la plénitude de son bonheur. Il s'agit donc d'un projet de vie, c'est-à-dire tuer la mort, comme il est dit lui-même, ou tuer une forme de nécropolitics pour arriver à des formes de biopolitics, de politique de vie. Donc, ces notions de colonialité et de post-colonie, lorsqu'on parcourt les littératures, souvent sont prises de manière opposée. On essaie, ou dans une forme de dualité, on essaie de les opposer ou de les prendre comme si c'est des notions antagonistes. Personnellement, je suggère qu'il y a moyen de les prendre de manière dialectique. Mais pour les prendre de manière dialectique, je pense qu'on est obligé de recourir à une autre notion fondamentale aussi, qui est très présente dans la pensée de Mudimbe, qui s'intitule, qui se nomme la structure colonisatrice. Dans The Invention of Africa, Mudimbe décrit la structure colonisatrice comme un processus qui s'opère tout d'abord par les procédures d'acquisition, des distributions et d'exploitation des terres dans les colonies, les politiques de domination des populations autochtones, mais ainsi que la manière de gérer les organisations anciennes et de mettre en œuvre de nouveaux modes de production. Ainsi, il y a trois éléments, c'est-à-dire la domination de l'espace physique, la réformation de l'esprit des populations indigènes, ainsi que l'intégration des histoires économiques locales, donc africaines, dans les perspectives occidentales. Ainsi, pour Mudimbe, ce sont trois éléments qui constituent ce qu'il appelle la structure colonisatrice, ou colonisante si vous voulez. Un- euh, cette structure n'est pas seulement historique ou théorique, elle est aussi épistémologique. Raison pour laquelle je pense qu'il y a un lien fondamental entre la structure colonisatrice ou colonisante et la bibliothèque coloniale.
Même si dans la recherche ou dans les recherches sur Mudimbe aujourd'hui, très peu de gens, très peu de chercheurs euh, essaient de montrer un intérêt sur cette notion de structure colonisatrice. Je pense, Maître Boya, qui enseigne de temps en temps Mudimbe à Canisius, peut peut-être s'épancher sur cette question-là. Et nous avons donc la colonialité et la post-colonie qui éclaire la notion de domination économique ou la domination dans la période qui a suivi l'expérience coloniale. Si ces deux notions nous éclairent sur cette notion de domination, Mudimbe, avec sa structure colonisatrice, essaye de nous donner un cadre plus éclairé, plus élaboré, en montrant comment l'appropriation des terres, le contrôle des populations, et la réorganisation non, productive et de savoir colonial forment un dispositif à la fois matériel et épistémologique particulièrement pertinent pour comprendre ce qui se passe en post-colonie. Et je pense que Mudimbe réfléchit à partir de son terroir que le Congo, que le Zaïre à l'époque. Cette structure colonisatrice, pour moi, me semble être très intéressante comme élément qui nous aide à comprendre non seulement la colonialité, mais aussi la post-colonie. Ainsi, la- la- le troisième point de mon présentation qui met en relief, en fait, euh, toute notion de lien entre l'État, le capital et l'extraction, nous sommes tous sans savoir que euh, la RDC est un terrain où les logiques de la structure colonisatrice ou de la colonisante continuent à forger l'économie, la politique, l'État, la subjectivité. Et cela est dû au fait que, comme il a été montré dans un rapport publié en 2021, un rapport publié par le Parlement belge sur le passé colonial en RDC, au Rwanda et au Burundi, il montre clairement que le colonialisme belge concevait la RDC, ou le colonialisme belge était conçu sur quatre projets fondamentaux. Le premier, c'est un projet tout d'abord politique. Un projet politique, c'est-à-dire organiser un espace. Deuxièmement, c'est un projet de gouvernance ou de gouvernabilité, gérer cet espace-là. Un troisième projet, c'était un projet économique, c'est-à-dire faire de progrès. Et un quatrième projet, c'est un projet épistémologique, produire des connaissances. Ainsi, comme le rappelle Gillian Martis, les motivations économiques furent les moteurs principaux de l'expansion coloniale. Il ne s'agit pas de l'évangélisation, il ne s'agit pas voilà, d'étendre ou de limiter les bancs des connaissances, mais de faire profit. Et ça, on les trouve déjà, cette pensée des colonies comme désir de faire profit, on les trouve déjà dans plusieurs économistes classiques tels que Adam Smith et tous ces mondes. Et donc, l'économie léopoldienne reposait sur le pillage violent, le travail forcé et l'alliance entre l'État et le capital autour des terres spoliées. Et ça, c'est une histoire, l'histoire de notre terre, l'histoire de notre pays. Il ne s'agit pas d'une histoire qui a 2000 ans, 3000 ans, une histoire qui a à peine 2000 ans, qui a à peine 200 ans, à peine 100 ans. Ainsi, l'État colonial est conçu non pas comme un État-nation ou un État au sens de Rawls ou au sens de toutes les théories politiques qui sont enseignées, hein. L'État congolais était conçu comme un État entreprise qui est là pour faire profit. Et ces profits profitent non pas à l'ensemble de la population, mais à une classe dirigeante. Au roi d'abord de Belge, et puis à la classe dirigeante, aux affairistes qui sont là. Et cette logique persiste jusqu'à aujourd'hui dans la société, malheureusement. Et après l'indépendance, la logique extractive s'est reconfigurée sans disparaître et continue d'enfoncer les paradigmes ou les pratiques gouvernementales, les formes de violence qui se font au niveau du pays et les subjectivités politiques contemporaines, pardon, en RDC. Et donc, nous avons un État conçu comme une entreprise au profit d'une minorité qui organise la politique en fonction de son intention première. Et nous voyons ces dynamiques aujourd'hui dans nos sociétés. Quand on regarde à la manière dont
Les différents contrats miniers sont signés, contrats chinois entre les États-Unis et la RDC, l'Europe et la RDC. Lorsqu'on parle de la politique, aujourd'hui, c'est d'abord l'exploitation minière. L'exploitation minière, l'exploitation euh, euh, de forêts et tout ça. Mais également, il y a l'exploitation des corps, toutes les violences qui se passent dans la société. Les violences sont entendre aussi au sens... Ces formes de violence, en fait, sont à entendre au sens de la théorie critique, où la violence n'est pas seulement physique, mais toutes les injustices, toutes les formes de dysfonctionnement institutionnel qui, en fait, commettent beaucoup d'impacts négatifs sur les vies des hommes. La santé, l'éducation, les droits des femmes, euh, bien sûr, en plus de cela, il faut ajouter toutes les violences qui se passent dans la partie, par exemple, orientale de notre pays depuis plus de 3 décennies. Et donc, nous avons un État foncièrement non violent, mais un État extractif. Parce que la violence n'est qu'une forme d'amplification, une forme d'opérationnalisation de cette extraction-là. Et donc, il y a 3 niveaux d'extraction. Il y a l'extraction des espaces physiques, l'extraction des vies humaines, mais également l'extraction des imaginaires. Et ça, c'est l'être même de l'État. Et lorsque vous prenez ces 3 catégories pour comprendre l'extraction en RDC, vous allez vous rendre compte que le paradigme extractif devient opérant et nous aide à comprendre ce qui se passe au Congo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette extraction? Personnellement, je suggère la notion de la métanoïa ou de la métanoéthique, euh, qui est une notion fondamentale dans la philosophie de l'école de Kyoto. L'école de Kyoto, qui est une grande école philosophique qui est née vers les débuts des années 1900, cherchait à faire une forme de dialogue, un pont entre la philosophie bouddhiste japonaise et la philosophie occidentale. Et cette notion de métanoétique, Zangedo en japonais, j'ai l'hérite de Tanabe Hajime. Tanabe Hajime, dont vous voyez la photo sur vos écrans, il pense que la philosophie est un processus de repentance, des conversions et des transformations. Et il s'agit de quelle transformation? Premièrement, ce que la raison humaine est limitée, orgueilleuse, sujette à l'auto-absolutisation. Deuxièmement, la philosophie doit reconnaître ses limites et se convertir. Et c'est, comme vous le savez, dans toutes les traditions chrétiennes, bouddhistes, hindoues ou shinto, la conversion est un processus qui n'a pas de fin, jusqu'à la mort. Pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, jusqu'à ce qu'on rencontre on rencontre Dieu, pour ceux qui croient à la résurrection après la mort. Ainsi, la métanoétique est une forme de critique absolue de la raison, c'est-à-dire une critique de la modernité, plus radicale que celle de Lumière, et interroge non seulement les limites de la raison, mais aussi l'orgueil qui la pousse à se fonder sur elle-même. En ce sens, la métanoétique devient comme une forme de critique, non seulement éthique, mais une critique ontologique, épistémique et même politique. Je vais m'arrêter à 3 éléments. Comment est-ce que la métanoétique, comme critique de l'ontologie extractive, s'articule? Sur le plan ontologique, la notion de la métanoétique nous montre que la rationalité humaine, lorsqu'elle s'appuie sur sa propre force, devient orgueilleuse et qu'elle a besoin d'une conversion, la métanoïa, qui est une forme de conversion radicale, effondrement du moi autosuffisant, de l'ego, d'une forme d'égologie transcendantale. Mm. Et l'ouverture au néant absolu, l'ouverture à l'autre, qui est celle capable de transformer le sujet. Et cette conversion n'est pas morale, tout d'abord. C'est une conversion ontologique, dans la mesure où elle dissout la logique de la maîtrise. Il faut maîtriser le monde, dominer le monde. La maîtrise de la capture. Parce que pour extraire, il faut d'abord capturer, mesurer. Et d'accumulation. Ce désir d'accumuler, qui est au fait au cœur même de la modernité, au cœur de l'ontologie extractive.
Sur le plan épistémique ou épistémologique, la métanoéthique implique un dépassement euh, ou une forme de désapprentissage des catégories imposées par la structure colonisatrice. Et là, on retrouve Modimbe. Comment sortir de ces catégories? C'est par une forme des processus de désapprentissage. Apprendre à désapprendre, comme disait Sorel. Et sur le plan politique, elle ouvre la possibilité d'une souveraineté non nécropolitique. Ici, on est dans une reprise de Mbembe qui reprend Foucault avec la notion de nécropolitics et biopolitics. Sortir de cette nécropolitics, parce que cette nécropolitics repose sur la notion selon laquelle l'homme est puissant et que c'est la puissance qui forge une communauté. Or, la puissance n'est que domination et la domination n'est que violence. Et pour sortir de ces cycles-là de violence, à mon sens, cette conversion de la raison même est très très fondamentale. Et cette conversion nous aide à prendre conscience qu'on est dans une forme de vulnérabilité. Et la vulnérabilité partagée plutôt que sur la prédation. La prédation, la puissance et l'imposition de tout ce qu'on pense. Ainsi, comme critique ontologique, épistémique et éthique, les logiques ou des logiques d'extraction, euh, des dons à la modernité et toutes ces notions des raisons comme élément ultime de l'être humain et tout ça, la métanoéthique peut être considérée comme un véritable horizon décolonial, c'est-à-dire qui nous aide à comprendre comment est-ce que ces techniques, ces dynamiques d'exploitation, ces dynamiques qui cherchent à maîtriser, à capturer, à accumuler, peuvent être transformées. Non pas du point de vue d'abord éthique, comme je l'ai dit, mais du point de vue ontologique, du point de vue éthique et du point de vue épistémologique. Merci infiniment pour votre attention. J'aimerais finir ma présentation avec ces trois images qui montrent effectivement ce que je voudrais dire par extraction et comment cette extraction des espaces, cette extraction des corps et cette extraction des imaginaires constitue, à mon sens, une clé de lecture euh, de ce qui se passe dans notre société congolaise. La Tondi Botondi. Je pense qu'on aura plus de conversations dans le débat et dans les discussions. Merci infiniment.